Bonjour à tous, aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va enfin démontrer le théorème de Cayley-Hamilton. Pensez évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on va s'occuper de ce théorème. Alors, ce théorème c'est un théorème qui est extrêmement important en algèbre linéaire, c'est presque le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, mais pour autant il a l'air sorti un peu de nulle part, et on a du mal à comprendre pourquoi il est vrai. En fait ça relève un peu de la magie noire. Donc, je vais le faire sur un corps quelconque, donc K un corps, peu importe, N en entier, qu'on va dire plus grand que 1, sinon les matrices ont pas trop de sens, et on regarde une matrice de Mn de K et on regarde son polynôme caractéristique. Alors c'est cette chose-là, donc évidemment il faut être familier avec la notion de déterminant pour que ça ait du sens. Donc si je prends une matrice A que j'écris A1, 1, etc. jusqu'à A1N, AN1 jusqu'à ANN, ok. Son polynôme caractéristique, ça va être ce gros polynôme là, donc ici ça va être x moins a11, ici ça va être moins a12, etc. Ici moins a1n, faut pas que je me trompe dans les indices, ici c'est moins a21, etc. jusqu'à moins an1. Ici on a des diagonales avec des x moins quelque chose, et ça termine jusqu'à x moins ann. Voilà, et c'est ce déterminant là, donc vous pouvez constater assez facilement que c'est un polynôme de degré n, etc. Donc voilà, cette chose-là, ça va s'écrire comme ça. Je somme pour k variant de 0 à n de un coefficient bk, qui a priori est vachement compliqué. Et ici, ça va être x puissance k. Okay. Et la magie opère quand vous mettez a dans ce polynôme-là. Donc, qui a de a, c'est du coup la somme pour k variant de 0 à n de bk à puissance k. Et cette chose-là, par l'opération du Saint-Esprit, ça fait 0 et on ne sait pas pourquoi. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer un petit peu. Le plus simple pour comprendre le théorème de Cayley-Hamilton, ça va être de le voir sous forme d'endomorphisme. Alors, ce que je dis, c'est que ça revient exactement au même de le faire pour une matrice et pour un endomorphisme. Donc, pour un endomorphisme, on fixe V un K-espace vectoriel de dimension n et U un endomorphisme de V. Et on regarde qui U son polynôme caractéristique. Alors là, il va falloir s'arrêter sur un truc. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique d'un endomorphisme? Pour une matrice, on voit bien, il suffit de prendre x identité moins a et de calculer le déterminant comme un bourrin. Mais pour un endomorphisme, c'est moins évident. Alors, ce qu'on peut avoir envie de faire, ça peut être de fixer une base. Donc je vais me prendre U, un endomorphisme, avec les mêmes notations que précédemment. Donc V, c'est un K espace vectoriel de dimension finie. Et si je prends E, une base, on peut regarder la matrice dans la base E de l'endomorphisme U. Ça va nous donner une matrice, bon, a priori, on n'a pas trop d'informations dessus. Ok, cette matrice-là, au moins, c'est facile de calculer son polynôme caractéristique, puisque je vous rappelle, c'est ça. Etc. Je ne vais pas tout réécrire. Mais donc, ce qu'on pourrait dire, tout simplement, c'est que le polynôme caractéristique de U, c'est par définition le polynôme caractéristique de A. C'est-à-dire le polynôme caractéristique de la matrice de U dans la base E. Ok, mais ça pose un problème, puisque ça dépend de la base qu'on a choisie. Il n'y a pas vraiment de manière de choisir une base canonique sur un espace vectoriel quelconque. Donc on aimerait bien s'arranger pour que ça ne dépende pas de la base. Mais en fait, coup de chance, ça dépend, enfin, c'est pas vraiment un coup de chance, mais il se trouve que ça dépend pas de la base. Pourquoi? Parce que si je prends E et E' de base, de V, alors, la matrice de U dans la base E, c'est, grâce aux matrices de changement de base, elle est conjuguée à la matrice dans la base E' de U. Alors j'écris pas si P est la matrice de passage de E à E' ou de E' à E parce que je suis sûr de me tromper dans le sens des flèches. Mais ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que si je prends deux matrices qui représentent le même endomorphisme U, mais dans deux bases différentes, alors elles sont conjuguées par les matrices de changement de base de E à E' et de E' à E. Voilà, et donc ça, si on prend le polynôme caractéristique, regardons ce que ça donne. Donc, déterminant de x identité moins P moins 1 matrice de E dans la base U, ça fait le déterminant de x identité moins la matrice dans la base E' de U. Bon, et bonne nouvelle, l'identité, on peut l'écrire comme P-1, P. Une fois qu'on a factorisé par P-1 d'un côté et par P de l'autre, on peut les sortir du déterminant, ça fait det de P-1, det de
x identité moins matrice dans la base E de U, et ici dette de P. Et ça, c'est toujours égal à la même chose. Et ça, c'est super, parce que ça fois ça, ça fait 1, hein, c'est juste les propriétés de multiplicativité du déterminant qui nous le donne. Et finalement, le polynôme caractéristique, oui, donc je note qui indice une matrice hein, pour noter son polynôme caractéristique. Et ça nous donne ça. Donc, résultat, ce que ça nous dit, c'est que si je prends deux bases E et E', alors les matrices qui représentent l'endomorphisme U dans chacune des deux bases ont le même polynôme caractéristique. Bon bah ça nous permet de définir de manière univoque le polynôme caractéristique d'un endomorphisme. On dit que le polynôme caractéristique de U, c'est le polynôme caractéristique de la matrice de U dans une base E, et ça dépend pas de E. Et donc ça nous permet de le définir de manière univoque. Juste, on prend n'importe quelle base, on calcule sa matrice, on calcule la matrice de U dans cette base, et ça nous donne une expression du polynôme caractéristique. Donc ça, c'est ce qui permet de définir de manière complètement univoque le polynôme caractéristique sans avoir de problème de définition. Ok, donc maintenant, si on revient un petit peu à notre théorème de Cayley-Hamilton, ce que dit le lien entre les matrices et les endomorphismes, donc évidemment, vous avez sans doute en tête le fait que si je prends les endomorphismes de V dans V, j'obtiens un isomorphisme sur les matrices n fois n en envoyant un endomorphisme sur sa matrice dans une base E fixée. Ça, c'est un isomorphisme. C'est un isomorphisme d'algèbre, en fait. Bon, en tout cas, on va pas rentrer dans les détails, mais cet isomorphisme permet de montrer que Cayley-Hamilton pour des matrices, c'est exactement la même chose que montrer Cayley-Hamilton pour des endomorphismes. Vous pourrez vérifier ça et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si ça en intéresse certains. Ceci étant dit, on va plutôt s'intéresser donc à Cayley-Hamilton pour les endomorphismes. Donc qu'est-ce que c'est? Parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler, en fait. Donc Cayley-Hamilton pour les endomorphismes. Ça, ce que ça dit, c'est que si je prends U, un endomorphisme de V, hein, donc fonction linéaire de V dans V, alors le polynôme caractéristique de U évalué en U, ça fait 0. Donc c'est exactement la même chose. Vous pouvez vous convaincre que par cet isomorphisme-là, ça revient exactement au même de le montrer pour un endomorphisme que de le montrer pour une matrice. Donc intéressons-nous à ça plutôt. Alors, on va fixer un endomorphisme U, hein. Donc U de V dans V linéaire. Je rappelle que V est un espace vectoriel de dimension finie, hein, finie n. Il faut que la dimension soit finie, hein, parce que sinon ça n'a pas de sens le polynôme caractéristique, puisqu'il faut considérer le déterminant d'une matrice. Et une matrice dans dimension infinie, bah, ça fait un déterminant qui est une infinité de termes, et donc ça fait pas vraiment un polynôme. Bref, on prend un opérateur linéaire, et on va regarder donc, on va l'appeler, mettons, phi, qui U de U. Alors ça c'est un opérateur linéaire, hein, puisque ça s'écrit sous cette forme-là. Hein. Donc ça c'est un polynôme que j'évalue en U, ça c'est le polynôme caractéristique en fait. Et donc ça nous donne quelque chose comme ça. Okay, donc c'est bien un opérateur linéaire, hein, la puissance km, ça signifie qu'on l'a itéré qu'à fois. Ok, et donc on veut montrer que ce truc-là est nul. Bon alors comment on va faire? Bah, évidemment il faut montrer que c'est nul pour tout x. C'est un endomorphisme, hein, donc pour montrer qu'il est nul, il faut montrer qu'il est nul pour tout x. Donc, on va fixer un x dans V, et on va montrer que phi de x, c'est 0. Alors, phi de x c'est 0, ça nous donnerait une relation de dépendance linéaire entre ces choses-là. Entre U0 de x, U1 de x, UN de x, etc. Donc, enfin, non, pas etc. Juste, ça nous donnerait une relation de dépendance linéaire entre ces trucs-là. Hein, parce que évaluer ça en x et dire que ça fait 0, c'est la même chose que somme pour k variant de 0 à n des bk fois ce truc-là égale 0. Bon, donc ça dirait que ce truc-là est lié, en fait. Cette famille-là est liée. Bon, alors est-ce que c'est vrai? Bon, bah, manifestement, c'est une famille de taille n plus 1. Dans V, qui est de dimension
n. Donc effectivement, ce truc-là, c'est lié. C'est pas délirant d'espérer une relation de liaison entre ces trucs-là. Bon bah, utilisons notre argument, hein. On vient de voir qu'elle était de taille n plus 1 dans V qui est de dimension n, donc elle est forcément liée. Donc ça, pour le coup, on l'a démontré, hein. C'est pas juste une analyse à partir de ce qu'on essaie de démontrer. Donc ça, c'est car elle est de taille strictement supérieure à la dimension de V. Et ces trucs-là vivent dans V, les puissances n de x. Donc c'est lié. Ok. Pour rendre les choses un peu plus simples, je vais regarder à partir de quand c'est lié. On va s'intéresser juste à ce qu'il y a avant. Donc on note D, le plus petit entier, tel que les premiers éléments de la famille soient liés. Ok. Donc ce que ça dit en particulier, c'est que cette famille-là, elle est libre. Ok. Bon, ça c'est très bien. Parce que ça, le fait que ce soit une famille libre, on va l'appeler, mettons, je sais pas, E0, etc., jusqu'à ED-1. C'est une famille libre. Donc on peut la compléter en une base. Donc ça commence à E0, jusqu'à ED-1, puis ensuite on a ED, etc., jusqu'à E, du coup, n-1, puisque j'ai commencé à 0. On complète cette famille en une base. C'est quelque chose de naturel. Et cette base-là, ça va nous permettre d'avoir accès aux polynômes caractéristiques de notre matrice. Donc, alors, juste petite chose, hein. Ici, E puissance D-1, c'est bien U puissance D-1 de x. E0, c'est bien U puissance 0 de x. Mais ces choses-là, a priori, on n'en sait rien. Pas du tout, hein. Parce que juste, on a pris la famille libre E0 jusqu'à ED-1, et puis on a complété, ça c'est juste le théorème de la base incomplète, hein, qu'on a utilisé, mais c'est pas du tout la suite des itérés de U en X. Bon, cette base, regardons à quoi va ressembler l'endomorphisme U dans cette base. Donc, on va regarder la matrice dans la base E de U. On va essayer de calculer ça autant qu'on peut. Alors, la première colonne, c'est la colonne de E0. E0, c'est U puissance 0 de x, c'est-à-dire en fait x, hein, tout simplement. U puissance 0, c'est l'identité. Où est-ce que c'est envoyé par U? Bah, c'est envoyé sur U de x, hein, parce que ça c'est x. Ok. Bon, bah U de x, il se trouve que c'est E1, c'est fait pour. Ok. Donc en fait, c'est le deuxième élément de la base. Donc juste, on a un 1 ici et des 0 partout ailleurs. Ok. Deuxième élément de la base, alors ça va être E1, ça c'est U de x, et c'est envoyé par U sur U carré de x. U carré de x, c'est fait pour, c'est E2. Donc ici on a 2 0, et U2 c'est le troisième élément de la base. Ici c'est E0, je l'ai pas dit, mais ici c'est E1, ici c'est E2. Et en fait, bah, etc. jusqu'à U puissance, enfin jusqu'à ED-2, c'est U puissance D-2 de x. Ça va être envoyé par U sur U puissance D-1 de x, qui est rien d'autre que E puissance D, enfin E indice D-1. Donc, etc. finalement, jusqu'à E puissance D-2, on va avoir D0 de 0. Ici, il y a toujours une diagonale de 0. Et ici, on arrive sur un 1. Et ici, c'est évidemment toujours des 0. Maintenant, la question suivante qui se pose, c'est où est envoyé E puissance D-1, et là ça va être un peu plus compliqué en fait. Alors, E puissance D-1, c'est U puissance D-1 de x. Bon bah ça, c'est envoyé par U sur U puissance D de x, mais problème, U puissance D, il apparaît pas dans notre base. Donc c'est pas aussi simple que ça. Mais, on sait, par définition de D, comme étant le plus petit entier tel que cette famille est liée, et bien forcément, on a UD de x dans le vecte des précédents. Donc là, j'utilise deux choses. J'utilise le fait que cette famille est liée, et j'utilise le fait que la famille coupée à U puissance D-1 est libre. Vous pouvez faire les détails dans les commentaires si vous voulez. Ok, bon bah très bien. Utilisons ça et écrivons U puissance D
de x égale, peu importe, hein, on va dire somme pour k variant de 0 à, du coup ça va être t-1, d, alors je vais pas utiliser les bk parce que j'ai déjà vu tout à l'heure, c'est k u puissance k de x. Là j'écris juste une relation de liaison, et ensuite bon, bah, on peut se convaincre que du coup u puissance d-1 il est envoyé sur ud de x, et ud de x il a cette décomposition dans la base E0, etc. jusqu'à ED-1. Donc ici, ça nous donne C0, C1, etc. jusqu'à C indice D-1. Bon, et après, alors oui, et évidemment, ici, c'est des 0, hein, puisqu'on reste dans le vecte des D-1 premier vecteur de la base. Bon, et ensuite, le reste, cette chose-là, a priori, j'ai aucun contrôle dessus, donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Ok. Bon, ça, l'objectif de faire ça, a priori, bon, c'est pas évident du tout, mais c'est que ça nous permet d'accéder, au moins partiellement, au polynôme caractéristique de U, dans cette base bien choisie, qui a été choisie comme dépendante de X. Bon, bah maintenant, si on calcule le polynôme caractéristique de U, à partir de cette base-là, puisqu'on a dit que ça dépendait pas de la base, bon, bah, qui U de X, c'est, du coup, le déterminant de ce truc-là. Bon, bah, regardons ce que ça donne. Ici, on a des x, ici, on a des -1, etc., des -1, et ici, on a x moins c indice d-1, que je ne me trompe pas, moins c indice d-2, etc., jusqu'à moins c0. Ok. Et ici, bah, j'ai x moins des trucs, je sais pas ce que c'est, x moins des trucs, je sais pas ce que c'est, et partout là, je sais pas ce que c'est, là, je sais pas ce que c'est, mais là, au moins, je sais qu'il y a des zéros. Ok. Donc ce qu'on cherche, c'est le déterminant de cette matrice-là, pardon. Bon, ça, a priori, aucune idée. Hein. Donc on va juste appeler ce bloc-là B, là, le bloc carré ici. Et on va utiliser le fait qu'on a une matrice triangulaire supérieure par bloc, donc ça fait juste det de B. Alors B, il dépend potentiellement de la grosse variable x, hein, c'est un polynôme en x. On va l'écrire comme ça plutôt, B de x. Ça, c'est un polynôme en x. Ok, fois ce déterminant-là. Bon, alors cette chose-là, il y a plein de manières de la calculer. Je vais faire ce qui me semble le plus simple, mais c'est peut-être pas le plus simple. Donc je récapitule rapidement. On s'est fixé une base E qui était un peu intéressante puisqu'elle dépendait de notre x, et on a regardé le polynôme caractéristique dans cette base, puisque on sait que ça dépend pas de la base qu'on choisit. Et pour calculer ce polynôme caractéristique, on est ramené à calculer cette chose-là. Et pour ça, bah, le plus simple pour moi, c'est sans doute de faire un développement selon la dernière ligne. Alors, comment on va faire? Donc, développement selon la dernière ligne. Donc ici, on a un moins C0. Et donc on barre la première ligne et la dernière colonne, qui sont les positions de C0. Et on est ramené à calculer ce déterminant-là. Ouais, c'est ça. Ce déterminant-là, bon bah il est clairement triangulaire supérieur, ok. Donc premier coefficient. Alors on a un moins 1 puissance n parce qu'on est sur la première ligne et la dernière colonne. Ensuite on a le moins C0, ok. Et ensuite on a tous ces moins 1 qui sont sur la diagonale, donc ça il y en a moins 1 puissance n moins 1. Ok. Donc ça c'est pour ce premier coefficient. Ensuite on a moins C1. Ok, donc encore une fois, je barre la dernière colonne, mais cette fois-ci, je barre seulement la deuxième ligne, et cette ligne-là, on la garde. Ok, donc le déterminant qu'on veut calculer, c'est cette ligne-là, et puis le reste. Bon, ça, c'est également triangulaire supérieur, en fait. Ça se voit un petit peu moins, mais en fait, on a sur la diagonale, le premier coefficient de la diagonale, c'est un x, et ensuite le deuxième, ça va être le moins 1 qui va être là, etc. jusqu'en bas. Donc, bon, bah, cette fois-ci, on a plus, alors, le moins 1 puissance n plus 1 qui vient du fait qu'on est sur la nème ligne et la deuxième colonne. Alors, je suis en train de me dire qu'il manque, il y a une petite erreur ici. Oui, il y a une toute petite erreur. Ici, c'est pas moins 1 puissance n, pardon, c'est moins 1 puissance n moins 1. Hein, parce qu'on est sur la nème ligne, donc faut enlever 1, et pour avoir le n moins 1. Et la première, pardon, on est sur la nème colonne, donc faut enlever 1. Et sur la première ligne, il faut enlever 1 à nouveau, donc ça fait bien n-1. Excusez-moi pour ce petit cafouillage.
Et donc ici, cette fois-ci, c'est bien moins 1 puissance n, puisque, moi, si vous voulez, vous pouvez l'écrire juste comme ça, i plus j moins 2, hein, c'est la règle qu'on a dans les calculs de développement selon une ligne ou une colonne. Bon, bah ici, ça fait i c'est n, plus j c'est 2, moins 2, ça fait bien n. Okay. Bref, vous pouvez calculer ce truc-là de différentes manières. Je le fais comme ça, mais c'est vrai que ça risque de mener à 2-3 petites erreurs de calcul. Alors, ensuite, donc, c'est moins 1 puissance n, ensuite on a moins c1, et ensuite on a notre déterminant triangulaire supérieur, c'est 1x, et des moins 1, on va en avoir, bah du coup, n-2 seulement. Ok. Ensuite, par analogie avec tout ce qui précède, ça continue. Ici, on va avoir moins 1 puissance, bah du coup, cette fois-ci, n plus 1, moins c2, et cette fois-ci, notre déterminant, il va avoir 2x en haut, et ensuite que des moins 1. Donc ici, ça va faire n moins 3, moins 1 seulement, etc. Jusqu'à moins 1 puissance, alors on va aller jusqu'à c d moins 2, donc, ah oui alors, c'est pas des n, excusez-moi, c'est des d, puisque la taille de cette matrice c'est pas n fois n, c'est d fois d, excusez-moi. Jusqu'à, donc alors ces choses-là, ça va faire, bon bah si on compte un petit peu, ça fait, ces trucs-là s'annulent, donc il reste seulement moins c0, ici, ça et ça va s'annuler, donc il reste moins c1x, ici il reste moins c2x carré, etc. Et en fait ça va aller jusqu'à moins c d-2, x d-2. J'ai pas envie de faire la vérification ici, hein, mais vous pouvez le faire, c'est pas spécialement difficile, il faut juste pas s'embêter, se perdre dans les calculs. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu quand on a développé ces premiers coefficients. Il reste ce dernier coefficient là. Ce dernier coefficient là, on barre cette ligne, et qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, juste les x ici. Et donc, il va rester x puissance n-1, donc on calcule du coup ce déterminant là, pour ce coefficient là, fois x moins c d-1, et c'est tout. Ok, bon, ce truc là, c'est quelque chose en fait d'assez attendu. C'est quelque chose qu'on reconnaît dire. Alors, j'arrête pas de mettre des n partout alors que c'est des d, excusez-moi. La matrice est de taille d fois d, encore une fois. Et ici, on a du coup ck x puissance k. Ah, mais la définition des coefficients ck, je vous rappelle, c'était cette chose-là. C'était la relation de liaison entre les deux. Bon bah si on regarde de près ces deux relations, ici et ici, on voit bien que ce qu'il y a écrit, alors, pardon, juste il manque l'autre morceau ici, mais peu importe. On voit bien que cette chose-là, c'est exactement ça, évalué en u, puis évalué en x. Ok, mais bon alors si on regarde ça de près, ça nous fait, si Q de u, alors, évalué en x, ça nous fait u puissance d, moins somme pour k variant de 0 à d moins 1 de ck u puissance k, fois, bon bah ce truc là, ça on va dire que c'est un polynôme que je vais appeler p, fois p de u, et le tout évalué en x. Bon alors évidemment ces deux choses là commutent, hein, parce que c'est des polynômes en u, donc peu importe, on va mettre ça comme ça, p de u, et ici on va avoir u puissance d de x, moins somme pour k variant de 0 à d moins 1 de ck u puissance k de x. Mais ça c'est exactement la relation de liaison qu'on avait sur les puissances de x. Donc ça fait 0. Et donc on a bien ce qu'on veut. Q de u de x, ça fait 0. Ça c'est vrai pour tout x. Donc Q de u, ça fait 0. Et donc évidemment, vous pouvez faire le lien avec les matrices et montrer que pour une matrice, donc on va dire A dans Mn de K, où K est un corps quelconque, donc ça peut être R, ça peut être C, ça peut être Q, ça peut être ce que vous voulez. On a qui A de A égale 0. Mais en fait, c'est quelque chose qui peut se généraliser un peu plus loin. Alors, il se trouve que pour calculer un polynôme caractéristique, vous calculez en fait un déterminant de x identité moins a. Donc en fait, vous n'utilisez pas pleinement la structure de corps ici.
Vous avez juste besoin de pouvoir faire des additions, des multiplications et que tout ça soit compatible et que ce soit commutatif également. Donc, d'où ma question. Quel est Hamilton? Est-il vrai? Si on remplace K par, on va dire, uniquement un anneau qu'on va quand même choisir commutatif. Voilà, parce que évidemment, pour calculer un déterminant, on a juste besoin d'une structure d'anneau. Donc, si vous êtes familier de ce genre de choses, les anneaux commutatifs, etc., les différences entre un corps et un anneau. Donc, la différence entre un corps et un anneau, je rappelle, hein, évidemment, c'est on peut inverser un élément dans un corps, assurer que ça veut dire quelque chose. Dans un anneau, ça ne veut rien dire. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que ce théorème reste vrai dans un anneau? Je vous laisse regarder ça et n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Merci beaucoup.